ce début du XXIe siècle, l'homme malade ou supposé l'être, informé, informatisé, répertorié, consultant un médecin qui, comme un chevalier, n'est plus accessible et humaniste, mais protégé derrière une carapace de machines et de nouvelles technologies qui l'isolent du patient, le sécurisant dans son diagnostic et son approche thérapeutique. Le patient a changé, il considère souvent la médecine comme une prestation, comme un service au même titre que de ce qu'il obtient de son garagiste ou de son plombier. Il n'est plus le dolent devant le sachant, il est l'exigeant devant l'orchestrateur des technologies de la santé. Il pense savoir grâce aux médias et l'information immédiate et n'a donc plus de respect pour celui qui écoutait et faisait la synthèse avant de proposer un diagnostic et une thérapeutique. Il ne respecte plus le savoir, il veut éradiquer son angoisse de la maladie et exige des résultats éventuellement retranchés derrière le volet juridique de la médecine. Le droit au résultat, la pénalisation de l'erreur ou de l'insuffisance. Le médecin, pour sa part, a du mal à garder ses repères. Son image a changé. La formation qu'il a reçue est souvent éloignée des standards actuels utilisés, se modifiant quotidiennement au gré du progrès de l'imagerie et des nouvelles technologies. Son attitude en face du malade doit évoluer s'il ne veut pas tenir le rôle de technicien supérieur de la santé. Garder un esprit de synthèse, rassembler les éléments du puzzle, faire coller le tout avec l'intime et l'humain de chacun, là est toute la difficulté. Ne pas se cacher derrière ces fameux examens paracliniques de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus explicites, avec le résultat informatiquement traduit et souvent imagé sur l'écran en 3 dimensions. Le médecin est pressé. Le médecin est souvent spécialisé et ne travaille parfois que sur une partie d'organes. Certains de nos confrères repoussent ou refusent le colloque singulier, repoussent l'empathie nécessaire à la relation médecin-malade, se retranchent derrière la science avec un grand S, la technologie avec un grand T, oubliant que l'homme est homme avec son histoire, les bonheurs et les malheurs de son passé, ses espoirs pour l'avenir. L'appauvrissement de la relation médecin-malade pousse le malade vers l'angoisse, amène le médecin à l'ennui et à l'indifférence. Mais revenons à la machine sans état d'âme. La machine, avec un grand M, est toute l'aide mécanique, électronique, informatique, numérique, biotechnologique, mise au service du diagnostic et de la thérapeutique. La machine éclaire, traduit, interprète. La machine fait peur, elle est redoutée, car elle peut dévoiler la vérité froide et implacable. La machine est espoir immense et angoisse insoutenable. Elle doit être gérée, domptée, jugulée par un humain formé à l'interprétation, à la synthèse et à l'accessibilité. Elle est un pivot de l'évidence base médecine, mais elle ne doit pas affaiblir le facteur humain et transformer le malade en objet ou en matricule. La machine n'est pas sensible, elle est étalonnée pour des objectifs universels autentés de sa conception. Elle s'oppose à la singularité de l'individu. Les procédures normatives sont nécessaires à la technologie, mais elles ne prennent pas en compte les informations en mosaïque kaléidoscopique du vécu et de l'interrogatoire de chaque être humain. Il nous faut avoir un aperçu à grands traits de crayon de ce que représente la machine médicale au XXIe siècle. Les progrès techniques ont avancé 100 fois plus vite en 30 ans que durant les 2 millénaires passés. La relation médecin-malade en a-t-elle pâti? Certainement, car les rapports de subjectivité et la confiance dans l'expérience du sachant ont été mis à mal par l'objectivité des résultats paracliniques. L'imagerie médicale a fait des progrès exponentiels. L'échographie est devenue très performante en peu d'années avec ses applications en obstétrique, en hépatogastroentérologie, en rhumatologie, en cardiologie. L'échographie Doppler a permis de supprimer beaucoup d'examens sanglants. Les ultrasons couplés à l'informatique permettent d'obtenir des images très sophistiquées, ainsi que la mesure des volumes cavitaires cardiaques et des débits. La radiologie analogique, qui avait rivalisé d'ingéniosité avec les examens en contraste, nécessitant une analyse parfois hasardeuse et des actes agressifs pour le patient, a été supplantée par la radiologie numérique plus économe en rayonnement X et en moyens de reprographie. Dans cette tempête technologique, cette radiologie conventionnelle s'est adjoint l'informatique et l'électronique dans la création de la tomodensitométrie, permettant avec des appareils de dernière génération d'obtenir des images en coupe proches du naturel, ainsi que des reconstructions en 3 dimensions qui trouvent maintenant une application extraordinaire avec les imprimantes 3D, reconstituant des organes et permettant au chirurgien d'étudier sur un malade ce qu'il va pouvoir réaliser comme intervention. Ceci est particulièrement impressionnant en traumatologie crânio-faciale.
La sophistication des scanners 64 barrettes permet de visualiser parfaitement les réseaux vasculaires et particulièrement le réseau coronaire. L'avènement de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire a permis des pas de géant dans la visualisation statique et dynamique du système nerveux central. Les pneumoencéphalographies et les artériographies cérébrales ont été reléguées au musée. Elle permet également de mettre en évidence, grâce à la finesse discriminative des images, des lésions pulmonaires, hépatiques ou pancréatiques de très petite taille. La tomographie par émission de positons d'apparition plus récente permet de détecter des lésions néoplasiques et particulièrement des localisations secondaires de petite taille, assurant ainsi un meilleur ciblage thérapeutique. Les avancées technologiques, nanotechnologie, biologie moléculaire, informatique et sciences de la cognition, résumées dans l'acronyme NBIC, progressent tous les jours et ne laissent pas de répit aux progrès diagnostiques et thérapeutiques. Les nanotechnologies permettent de travailler dans l'infiniment petit, le milliardième de mètre, avec des nanotransporteurs de molécules thérapeutiques et des nanorobots capables de réparer in situ des dégâts causés par la maladie. La biologie high-tech agit directement sur le génome, permettant de modifier les structures de l'organisme. En couplage avec les nanorobots, on voit se profiler l'apprenti sorcier. L'attelage ne peut fonctionner sans l'informatique qui permet une puissance de calcul infinie et un accès illimité aux informations. La micro-robotique ne peut fonctionner sans la micro-informatique, permettant des interventions sophistiquées commandées à distance du patient. Ainsi, par exemple, vont naître de véritables micro-véhicules de combat constitués de liposomes contenant des particules d'or pénétrant dans les cellules cancéreuses où cet or est déversé dans le cytoplasme. L'intervention d'un laser infrarouge chauffe ces particules et augmente la chaleur de la cellule qui se détruit. La régénération des neurones peut être aidée par un réseau de nanofibres qui fait de polypeptides capables de stimuler la croissance de l'axone. Un nanoéchafaudage permettant de porter des cellules souches peut permettre, grâce à un bioréacteur, de créer un rein fonctionnel testé sur l'animal. Les progrès dans la maîtrise de la cognition sont effectifs grâce aux neurosciences, en développement vers des éléments d'intelligence artificielle. L'association de toutes ces technologies permet une convergence d'actions sophistiquées au niveau du corps et du cerveau. Des collectivités de micro-robots pourraient agir sur des ordinateurs biologiques contrôlant nos cellules. Les frontières de la mort sont reculées sans cesse grâce à ces technologies et à la découverte des mécanismes du vieillissement qui peuvent être contrés par la conjonction de moyens biomoléculaires servis par des technologies d'avant-garde. La chirurgie est protocolisée et robotisée, parfois totalement, permettant de réduire les durées d'hospitalisation et les séquelles. La mise en place de prothèses intravasculaires, les stents, par voie endoluminale, permettant de supprimer des sténoses, en particulier au niveau des artères coronaires, a changé le pronostic des conséquences de l'athérosclérose et plus précisément de l'ischémie coronarienne aiguë ou chronique. Les traitements des maladies de système ont fait des pas de géant avec l'utilisation des immunomodulateurs modernes constitués par des chimères telles que les anti-TNF, antifacteurs de nécrose tumorale, qui sont des cytokines modulatrices de l'immunité. Nous touchons aux frontières du meilleur des mondes, mais aussi aux limites du danger et du diabolique. Car le transhumanisme qui cherche à modifier la nature humaine pour le bonheur de tous, en reculant les frontières de la maladie et de la mort, est un concept qui peut être hasardeux. Le progrès exponentiel ne s'arrêtera pas. Ce ne serait d'ailleurs pas souhaitable, mais son contrôle est absolument nécessaire. Mais qu'en est-il vraiment de la relation médecin-malade? Pouvons-nous la sauver? Même si elle est démystifiée et bafouée par certains, oui, elle reste la base fondamentale de la médecine. Le médecin technicien dira à son malade « Vous avez eu tous les examens possibles, vous avez un bilan de jeune homme, l'imagerie médicale ne montre rien, que voulez-vous de plus ?» Le malade devrait répondre, s'il osait, que vous me parliez, que vous m'expliquiez, que vous m'écoutiez. La relation médecin-malade est la mise en regard de deux vécus. L'un exprime sa souffrance, l'autre l'analyse et propose un diagnostic et un traitement. Le mot prononcé devant la découverte d'une affection chronique éventuellement sévère ou mortelle va être déterminant pour la prise de conscience du patient, pour le vécu à venir de ce sujet par rapport à sa maladie. Le mot va résonner dans le conscient, mais aussi dans l'inconscient, sur toutes les facettes de l'histoire du malade, histoire personnelle, mais aussi de l'entourage,
La pensée va être sans cesse rappelée à l'ordre par ce corps malade. Le mot va prendre forme par rapport à la culture. Cette intervention polyfactorielle va faire intervenir la tradition, la religion, le niveau de connaissance générale et celui réel ou factice de connaissance médicale. L'exigence ne doit pas devenir monstrueuse comme le décrivait Wincott. Les soins se définissent comme la rencontre de la fiabilité avec la dépendance. Il faut faire la différence entre la fiabilité humaine et la fiabilité mécanique. La médecine est de plus en plus spécialisée et instrumentalisée. Le malade considère comme un droit d'avoir accès à ces techniques sophistiquées mécaniques qui estompent son angoisse, qui vont exorciser sa maladie ou au contraire le précipiter aux enfers. Mais la fiabilité humaine reste la clé de la prise en charge. Dans la société où nous vivons, le droit de l'individu est devenu un principe premier, ce qui est un progrès considérable par rapport à d'autres formes de civilisation. Il semble qu'il y ait une perversion narcissique de ce droit. Le jeu est hypertrophié et isole l'individu dans la foule solitaire. Les médias poussent irrésistiblement dans ce sens, que ce soit par le type d'émission télévisée, c'est mon choix, tout le monde en parle, ou par la publicité parce que je le vaux bien. L'égocentrisme occulte le mal-être de l'autre, qu'il soit psychique ou physique. L'obligation de fiabilité et de résultat est devenue considérable. Le principe de précaution est omniprésent et le droit à l'erreur est banni. L'exigence est devenue reine, ce qui est dans l'absolu est très satisfaisant. Mais le revers de la médaille nous révèle la lenteur, la paralysie, les tracasseries, la dépersonnalisation dans la pratique quotidienne, née de la techno-bureaucratisation, altérant gravement la relation médecin-malade par la hantise obsessionnelle de cerner la responsabilité. Devant cette dérive sociétale qui gomme la confiance et le devoir au profit du droit et de la preuve, le corps médical responsable de la prise en charge du malade tente de se défendre, déchiré entre précaution et humanité. Le devoir d'assistance à l'autre doit rester la motivation première du médecin et des professionnels qui l'accompagnent. Le devoir et le respect vis-à-vis de l'autre sont mis à mal jusque dans l'intimité de la cellule familiale. Le malade ressent douloureusement cette faille, voire cet abandon. Entourer le malade dans une complicité entre le médecin et la famille, ce devrait être chose naturelle, mais il semble que la peur de l'erreur fasse tout formaliser, nommer, institutionnaliser. Ainsi naissent des correcteurs de carence, tels que la proximologie, qui voudrait mettre en règle l'entourage du patient par les siens. La pratique de la médecine en Afrique noire permet souvent de constater cet admirable entourage naturel et sans faille du malade par les siens. Gardons notre raison et notre goût du devoir envers l'autre. L'hôpital n'est pas une usine productrice de soins. Le médecin n'est ni technicien supérieur ni contremaître. Les métiers de la santé doivent cultiver la différence et ne s'exercer qu'avec une vocation dont le primum movens n'est pas de satisfaire les droits de l'autre, mais le devoir de l'assister en l'aidant à retrouver une image physique et psychique altérée par la maladie. La sélection scientifique et la sophistication des techniques médicales de pointe orientent beaucoup de nos brillants étudiants vers des créneaux étroits, spécialisés, où ils excellent dans leur technique. Écho-endoscopie, échocardiographie, radiologie interventionnelle, spécialistes d'organes et souvent de parties d'organes, un certain nombre de praticiens ne voient plus le malade, ne lui parlent plus, ne communiquent plus avec lui que par l'intermédiaire de leur machine. Ils ont affaire à des malades lourds, cancéreux, immunodéprimés ou vasculaires, qui ont besoin d'écoute et de sensibilité de la part du médecin. Ces malades qui ont la malchance de retour dans leur unité d'hospitalisation d'être pris en charge par un interne très spécialiste et peu humaniste vont vivre leur épreuve de manière douloureuse, non seulement physiquement mais psychiquement. Comme le dit Cyril Copernic, il faut dessiller les yeux des plombiers, des organes. Ils peuvent et ils doivent, à l'instar du pompier de Ionesco, devenir des confesseurs. Le rôle du médecin est majeur et peut être vicié par un bénéfice individuel financier et par une hyperconsommation de médicaments, par un excès d'actes pour préserver sa responsabilité. L'éthique et la déontologie sont des éléments régulateurs. Il faut optimiser les moyens sans nuire à la qualité et à la sécurité. Il ne doit pas y avoir de dépendance de la rémunération à des critères liés à la rentabilité de l'établissement. Les rémunérations liées à des normes de productivité faussent l'éthique de manière quasi constante. Ce problème est particulièrement difficile à contrôler lorsque la médecine spécialisée est pratiquée dans les établissements à but lucratif. L'arbitrage entre l'utilisation des moyens entraîne un affrontement entre économie et éthique. La décision doit être prise, si possible, de manière collégiale, par exemple pour l'admission ou non d'un malade en réanimation, avec le coût qui sera induit.
La décision médicale est au carrefour d'intérêts individuels et collectifs, le médecin devant préserver l'individu, mais aussi la santé publique. Le malade doit avoir le droit aux soins sans discrimination en tout lieu et à tout moment, ce qui nécessite des systèmes de santé riches et omniprésents. La balance bénéfice-abus est difficile à équilibrer. La personnalisation des soins est idéale, mais de plus en plus difficile à pratiquer. La machine tente à standardiser. Le médecin est là pour écouter et soulager. La médecine n'est pour lui qu'un bras de levier, un moyen parfois extraordinaire pour soulager son patient. La modernité et la technologie ne sont pas antinomiques avec une approche hippocratique millénaire de l'éthique médicale. Le droit à l'information est fondamental et souvent bafoué. Sans faire de passéisme, le médecin qui a fait ses humanités, souvent scientifique de talent pour son époque, avait sa culture générale, tendance à être plus proche d'autrui. Le vécu du patient se traduira de manière polymorphe et non toujours attendue par la lutte déterminée, la curiosité, l'angoisse dynamique, la boulimie de connaissances qui peuvent entraîner une course effrénée de consultations multiples, mais aussi le recours à l'irrationnel et aux médecines parallèles. À l'inverse, l'apathie, l'abattement, la dépression, voire un état stuporeux peuvent s'installer. Dire ou occulter, expliquer simplement ou s'abriter derrière la connaissance scientifique non partageable avec le profane, le médecin est confronté quotidiennement à ce dilemme et doit gérer son malade avec ses connaissances, son bon sens, son courage, mais aussi l'intuition qui lui permet de découvrir en quelques instants les grands traits de caractère du sujet qui se trouve en face de lui. Dans le monde grec, les disciples d'Hippocrate avaient déjà saisi toute la finesse de cette prise en charge globale du malade. Dans les célèbres temples d'Asclépios, la prise en charge médicale tenait compte de manière harmonieuse de la part du soma et de la psyché dans la maladie. Aucun livre, aucun cours magistral ne permet d'acquérir l'intuition nécessaire à la prise en charge du malade dans sa globalité. L'affinement nécessaire du malade ne peut s'obtenir qu'avec l'acquisition d'une sensibilité particulière, composée d'une alchimie complexe de connaissances scientifiques et de vécu personnel, de compagnonnage très important, d'ethnoculture et même de curiosité artistique. Seul l'humanisme peut forger cette sensibilité, permettant de faire passer un flux de confiance entre un praticien X et un patient Y, au vécu unique et présentant une affection organique bien codifiée. Cette affection va s'exprimer dans ses composantes organiques, mais va aussi devenir une maladie du corps entier, une maladie de l'être atteint dans son image, dans son paraître, mais aussi dans le schéma qu'il se faisait de l'avenir. C'est aussi une maladie sociale. Le patient entre dans une catégorie socialement dépréciée dont la fiabilité professionnelle va être altérée. Il va rentrer dans le cercle de la compassion, mais aussi de la méfiance. L'arrêt de travail étant malheureusement partagé par le malade organique, le malade psychiatrique, le simulateur et le malhonnête. La maladie est cette mosaïque unique pour chaque malade qui nécessite de la part du médecin une attention précise et une intuition fine, au-delà de connaissances scientifiques et techniques souvent de qualité. Le malade a le droit d'avoir accès à son dossier médical. Quoi de plus normal pour un homme libre vivant dans un pays démocratique? Quoi de plus naturel que l'individu désire connaître les résultats de ses examens paramédicaux et le diagnostic proposé d'une affection qui le concerne lui seul? Quoi de plus dangereux que de livrer des résultats d'examen bruts à quelqu'un qui n'a ni les clés d'interprétation, ni la culture médicale pour l'évaluer et la comprendre? Combien de fois avons-nous reçu des patients affolés par leurs résultats d'analyse de sang, où le taux de glycémie, de cholestérol ou d'acide urique est inscrit en caractère gras avec un astérix parce qu'il dépasse de quelques milli ou micromoles la fourchette moyenne de la normalité? Combien de comptes rendus d'imagerie médicale avons-nous dû désamorcer? Échographie révélant un kyste rénal ou hépatique, conclusion d'interprétation d'un scanner hépatique argumentant les hypothèses diagnostiques d'une image nodulaire intraparenchymateuse avec la résonance du mot tumeur. Seul le diagnostic et l'explication patiente des résultats d'examen paracliniques peuvent venir à bout de l'angoisse du patient. Le libre accès à l'observation hospitalière ou à la fiche de consultation est redoutable car elle contient les hésitations, les hypothèses, les intuitions des médecins. Cette intimité du raisonnement médical ne peut être livrée crue aux patients. Elle demande également interprétation et modulation. De longues années d'études et d'expériences cliniques sont nécessaires pour créer le filtre qui n'est pas mensonge, mais adaptation et mise à la portée du profane de ce qui le concerne directement et intimement, sa vie, sa maladie, son avenir.
Le patient a droit à la vérité sur ce qui le concerne intimement, sa maladie. Mais nous ne pouvons lui donner en pâture des chiffres, des mots, des phrases qui peuvent générer angoisse et terreur. Leur interprétation ne peut être cohérente qu'avec les références du long apprentissage médical et la clé culturelle qui leur donne leur justesse. Ne confondons pas libre accès et droit de savoir. Dans le colloque singulier médecin-malade, la confiance s'établit par le regard et par le mot. La valeur du mot est déterminante, la manière de le placer, de l'énoncer, de l'accompagner, de l'expliquer peut en faire varier le sens et la portée. La suite du dialogue peut en être changée. La pensée du médecin s'exprime par des mots, mais ces éléments de langage, s'ils ont la précision lexicale, ne sont pas neutres. Ils ne peuvent être comparés à une formule mathématique qui a un sens précis, univoque pour tous. Ils sont chargés de leur sens, de leur homonymie, de leur clivage. La connotation attachée aux mots est donc différente selon les associations d'idées, le contexte, les lieux, les références. Elle peut avoir des significations radicalement opposées, entraînant selon celui qui la reçoit, malentendu, incompréhension, voire rupture définitive de la relation. On croit la langue objective car elle existe indépendamment de nous, qu'on l'apprend et qu'elle nous permet de nous comprendre. Mais dès qu'elle est parlée par un individu, son poids personnel surcharge cette réalité institutionnelle. Chaque locuteur se la réapproprie, joue avec les mots, le ton, l'expression du visage. La parole suppose des mots, leur usage dépend de la volonté, de la liberté, de l'imagination et de l'histoire de chacun. Elle est donc unique pour celui qui l'émet et celui qui la reçoit. Le médecin annonce et rassure, accompagne, il doit choisir ses mots. Trouver le mot à dire, le mot qui ouvre le dialogue, le mot qu'il faut, pour qui il faut. Le petit mot qui apaise, le grand mot qui rassure, le gros mot qui balaye le pessimiste. Avoir parfois le mot pour rire et dire en peu de mots le complexe en simple. Il doit faire comprendre à demi-mot le pronostic en employant des mots du langage courant sans se cacher derrière des locutions scientifiques incompréhensibles ou des termes flous. Énoncer clairement et précisément mot à mot l'ordonnance en répétant les posologies simplement. Persuader le malade en lui expliquant par exemple avec des mots simples l'intérêt de l'activité physique et du changement d'habitude alimentaire pour sa santé, au lieu de lui imposer de manière drastique régime et gymnastique obligatoire, ce qui sera perçu comme une brimade et sera inopérant. Par le calme et la mise en confiance, il doit tirer le mot, lui faire comprendre que la médecine n'a pas dit son dernier mot et qu'il ne croit pas un mot d'une fatalité malfaisante. Affirmer au patient qu'il n'a qu'un mot à dire pour qu'avec des mots, on retrouve le mot qui sauve et les mots qui manquent pour appréhender le chemin de la rémission ou de la guérison. Le médecin doit connaître les mots et les utiliser avec sa culture, sa sensibilité, son intuition et sa connaissance du vécu du patient. Il est le docte en face du patient passif et souffrant. Il sait et détient le pouvoir de dire l'origine du mal. Le mot prononcé devant la découverte d'une affection chronique éventuellement mortelle va être déterminant pour le vécu à venir du malade. Il doit être simple et courant, mais ni masqué ni faux, car toute allégation mensongère faussera la relation singulière et pourra entraîner sa rupture au cours de l'évolution de la maladie. Le mot va résonner dans le conscient, mais aussi dans l'inconscient et se répercuter sur toutes les facettes de l'histoire du malade, mais aussi de son entourage. Il va prendre forme par rapport à la culture. Oui, c'est presque fini. Et son image va se façonner selon ses traditions, sa religion, son niveau de connaissance générale et parfois de connaissance médicale. Les mots ont un pouvoir qui leur échappe, il faut donc toujours se garder du dernier mot, du mot qui perd, du mot qui tue. Servons-nous d'eux dans notre métier avec respect et délicatesse, car comme l'écrivait Victor Hugo, les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Nos jeunes médecins sont-ils préparés à la pratique de cet humanisme? Leur formation et leur mode de sélection ne les prédisposent pas à l'exercice de la mise en pratique de la relation médecin-malade. Ces futurs praticiens sont formatés dès l'enfance par le monde multimédia, où l'émotion et la réaction primaire sont privilégiées par rapport à la réflexion. La plupart de ces sélectionnés sur des critères scientifiques ont une grande pauvreté culturelle et littéraire. La lecture a été anecdotique dans leur formation, leur expression en français est pauvre et leur vocabulaire est restreint. Les outils philosophiques et psychologiques de la connaissance de l'âme ne sont pas acquis. Sauf exception, la nouvelle génération de médecins n'a pas les armes pour rétablir l'équilibre entre une technologie sophistiquée et galopante, indispensable, et la sagesse nécessaire à une bonne relation médecin-malade.
L'abnégation et l'humanisme ne sont plus des qualités fondamentales rencontrées chez les étudiants en médecine, car leurs motivations sont déviantes, liées aux sciences et aux techniques, beaucoup plus qu'à un idéal humaniste. C'est nécessaire au rapport à l'autre, complexe et sensible, que demande la prise en charge d'un malade. Les avancées technologiques majeures et sans cesse en mouvement doivent être des éléments déterminants et indispensables dans une prise en charge plus humaine du malade et ne pas contribuer à la construction de la médecine robotisée, muette et sans âme. Le médecin doit avoir l'amour de l'humanité et l'humanité doit prendre le visage du malade. J'oserais dire, rebroussons chemin, accréditons la chaleur humaine. Le consentement du patient doit être respecté, la liberté du patient doit être respectée, liberté de choix du médecin, droits fondamentaux de l'individu, respecté, respect de l'intimité, respect des convictions, confidentialité visuelle et auditive. Maintenant, difficile avec la diffusion des informations par Internet. Toute cette démarche d'assainissement ne doit pas faire oublier la relation du personnel soignant avec le malade, du chef de service à l'interne, de la surveillante à l'agent hospitalier. Les paroles de réconfort, la mise en confiance, le dialogue sont des éléments de prise en charge fondamentaux. Il ne faut pas sous-estimer le rôle important des agents de service hospitalier qui, par la chaleur humaine qu'ils peuvent apporter, contribuent à la sérénité du patient. Tout cela se dit, tout cela s'apprend, même si ce devrait être dans la nature de l'humain. La machine est un espoir. Les nouvelles technologies ouvrent un horizon à perte de vue sur un avenir meilleur si nous restons vigilants et si nous continuons à apprendre aux jeunes médecins que le principe premier de leur métier, c'est l'attention à l'autre et que si les moyens de diagnostiquer et de soulager ou de prolonger la vie sont devenus tentaculaires, l'hydre maléfique ne doit pas s'insinuer dans leur esprit en oubliant que l'homme est homme et que la sensibilité est une qualité fondamentale de leur métier. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers maîtres, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, honorables invités. C'est avec plaisir que je me retrouve parmi vous pour vous parler d'un sujet passionnant, l'asthme et l'environnement. Pour illustrer nos propos, nous nous proposons de suivre le plan que voici. Dans un premier paragraphe, nous allons introduire, parler des définitions, de la physiopathologie, des facteurs environnementaux, avant d'aborder les aspects cliniques pour terminer avec la prise en charge. Que pouvons-nous dire? L'Organisation des Nations Unies, en fixant l'agenda 2030, 17 objectifs de développement durable, a mesuré l'ampleur des conséquences néfastes de l'altération de l'environnement sur la santé des populations. C'est ainsi que l'ODD 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, et l'ODD 13, prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions en sont une illustration. Les activités de l'homme ont entraîné un rejet massif de CO2 et une augmentation des gaz à effet de serre. Le changement climatique, avec le réchauffement qui en est suivi, a entraîné une fonte des glaciers, une élévation des niveaux de la mer et des événements météorologiques extrêmes. Ces deux phénomènes ont contribué à l'augmentation des maladies respiratoires, en particulier l'asthme. Qu'est-ce que c'est l'asthme? Nous pouvons dire que c'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant. C'est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes dans laquelle de nombreuses cellules jouent un rôle, notamment les mastocytes et les éosinophiles. Et chez les sujets prédisposés, cette inflammation entraîne des symptômes qui sont généralement associés à une obstruction des voies aériennes importante, mais variable, qui est souvent réversible, soit spontanément, soit sous traitement bronchodilatateur. Et associé à ces symptômes d'obstruction, une hyperactivité de ces voies aériennes à une multitude de stimuli. Le GINA, Global Initiative for Asthma, en 2017, a mis en œuvre cette définition qui est plus opérationnelle. L'asthme est une maladie hétérogène, habituellement caractérisée par une inflammation chronique des voies respiratoires. L'asthme
est caractérisée par deux principales caractéristiques. C'est l'existence d'antécédents de troubles respiratoires à type de sifflement expiratoire, de dyspnée, d'oppression thoracique et de toux, qui peuvent varier dans le temps et en intensité, mais également une limitation variable du flux expiratoire. Ces deux définitions concernent essentiellement l'asthme de l'adulte et l'asthme de l'enfant. Cependant, chez le nourrisson, nous devons la définition de l'asthme de nourrisson aux auteurs Tabani et Levison qui ont établi ce qu'on appelle la règle des 3. L'asthme de nourrisson est ainsi défini par la survenue de plus de 3 épisodes de dyspnée avec sibilance avant l'âge de 2 ans, quel que soit l'âge de début, qu'il y ait ou non présence d'atopie, quel que soit le facteur déclencheur. Nous l'avions dit, et le président l'a rappelé, que c'est une maladie fréquente, c'est l'une des maladies les plus fréquentes chez l'enfant. Elle est la première cause de consultation aux urgences pédiatriques. Elle est également la première cause d'hospitalisation. Elle est également la première cause d'absentéisme scolaire. Et l'incidence, Monsieur le Président l'a souligné, est en constante augmentation. Cette augmentation est essentiellement liée à la pollution. Cependant, nous pouvons dire avec certitude que 80% des cas d'asthme ont débuté avant l'âge de 6 ans. Dans le monde, on sait actuellement qu'il y a au moins 300 millions de personnes qui sont concernées par l'asthme. Mais malheureusement, cette maladie morbidité entraîne des décès importants, notamment autour de 250 000 décès par an. En ce qui concerne l'enfant, les incidences sont disparates à travers des études IDAC, notamment des incidences de 1,6 à 36% ont été signalées. En Europe, en France, des incidences de 6 à 10%, en Angleterre, 1 à 24%, au Sénégal, nous avons des statistiques hospitalières qui ont fait état des chiffres allant de 3 à 6%. Nous avons toujours estimé que ces chiffres sont de loin, ne reflètent pas de loin la réalité. En fait, l'incidence semble plus élevée dans la population générale, elle doit tourner autour de 10%. Cette carte représente un peu les disparités d'incidence à travers le monde. Et vous voyez, sur cette carte, les zones bleues sont nombreuses. Les zones bleues, c'est les incidences qui varient entre 5 et 10%. Les zones jaunes, c'est les incidences qui sont inférieures à 5%. Et l'Afrique n'est pas en reste. Il y a des zones bleues et des zones jaunes. Ceci a été démontré également par cette carte qui reflète exactement les incidences à travers le continent africain. Et on s'est rendu compte avec cette maladie. Les incidences varient d'un continent à l'autre. Dans le même continent, ces incidences varient d'un pays à l'autre. Et dans le même pays, ces incidences varient d'une ville à une autre ou bien d'un village à une autre ville. C'est ainsi que, si on prend l'exemple de l'Éthiopie, on voit que la capitale, Addis Abeba, on a des incidences très élevées autour de 11%, tandis qu'à Zina, l'incidence semble relativement plus faible, autour de 2%. Le même exemple peut être cité pour le Kenya. À Nairobi, qui est la ville, la capitale, où il y a beaucoup de pollution, on a des incidences très élevées autour de 17%, tandis qu'une ville secondaire comme Eldoret, on a une incidence autour de 10%. Qu'en est-il de la physiopathologie? Cette physiopathologie, en fait, elle a un soubassement, c'est l'inflammation bronchique. Cette inflammation est associée à une hyperréactivité bronchique avec une obstruction des bronches. C'est l'ensemble de ces phénomènes qui expliquent les symptômes retrouvés dans l'asthme. Cependant, cette physiopathologie a connu ce qu'on appelle une évolution dynamique. Évolution dynamique parce que vers les années 70, on ne parlait que de bronchoconstriction pour pouvoir expliquer tous les symptômes. C'est à partir des années 80 qu'on a mis en exergue le rôle important de l'inflammation bronchique pour expliquer l'obstruction. Mais à partir des années 90, quand on s'est rendu compte, malgré un traitement optimum, on ne parvenait pas à contrôler la crise de certains asthmatiques ou en tout cas à mettre en route un traitement de fond qui s'avère efficace, qu'on a
pu mettre en évidence ce fameux phénomène de modelage histologique des voies aériennes. Malheureusement, ces trois phénomènes physiopathologiques sont intriqués. Il y a l'inflammation, qui est le soubassement de tout. Il y a l'hypersensibilité des voies aériennes, suivie du remodelage histologique de ces voies aériennes. À partir des années 2000, on a quand même pu mettre en évidence d'autres phénomènes physiopathologiques. C'est ainsi qu'il y a des facteurs qui peuvent influencer et le développement de l'asthme et l'expression de l'asthme. On a trouvé des facteurs génétiques, les gènes prédisposant à l'atopie, des gènes prédisposant à l'hyperactivité bronchique, mais également on a su le rôle néfaste de l'obésité dans l'augmentation, en tout cas, de l'asthme. Et pour ce qui est du sexe, les garçons sont plus concernés que les filles. Ce qui nous amène à parler un peu des phénotypes. Des phénotypes, on s'est rendu compte également qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir dans le déclenchement de ces crises. Parmi ces facteurs, les facteurs les plus importants, ce sont les infections virales. À côté de ces infections virales, nous avons les facteurs comme les asthmes induits par l'exercice, les asthmes induits par le contact allergénique, et l'obésité n'est pas en reste. Mais cependant, on a souvent, chez des asthmatiques, des facteurs multiples qui peuvent entraîner des crises. Ces facteurs sont surtout majorés par l'altération de l'environnement. C'est ainsi que ces facteurs environnementaux que nous pouvons distinguer en deux catégories. Les facteurs, les polluants externes et les polluants internes. Les polluants externes, c'est surtout des polluants particuliers, la pollution photochimique, les dioxydes d'azote et les dioxydes de soufre et l'ozone. Si on regarde bien cette diapositive, qui est quand même assez encombrée, cependant, on se rend compte que le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote peuvent être responsables de manifestations respiratoires aiguës, d'exacerbation de l'asthme, mais également peuvent être responsables d'une augmentation des décès chez les enfants. Si on regarde un peu, comme l'a dit M. le Président, ce qui se passe dans nos grandes villes où il y a une multitude de voitures, dès que la densité du trafic est supérieure à 20 000 véhicules par jour, il y a la possibilité de créer ce qu'on appelle des leucémies, des tumeurs cérébrales et également des lymphomes. Pour ce qui est de l'ozone, nous devons veiller à sa protection parce que dès qu'il y a une altération de l'ozone, on a des manifestations respiratoires qui sont exacerbées. Et cette diapositive qui reflète un peu ce qui s'est passé à New York quand ils ont voulu standardiser les mesures pour, en tout cas, éviter les impacts sur l'ozone, ils se sont rendus compte qu'ils ont pu éviter 2 millions de symptômes respiratoires aigus par jour et par an. Ils ont également pu éviter 930 000 restrictions d'activité quotidienne par an. Ils ont pu également éviter 180 000 crises d'asthme par an. Ils ont pu éviter 3 500 de visites à l'urgence pour asthme et ils ont pu éviter 240 hospitalisations pour des maladies respiratoires non asthmatiques et 265 pour des maladies respiratoires asthmatiques. Et ils ont pu éviter 75 décès par an. C'est dire que l'impact positif en tout cas de la préservation de l'ozone. Qu'en est-il des polluants internes? Les polluants internes, ce que nous rencontrons dans nos maisons, notamment les acariens, les allergies liées aux animaux, surtout ce sont des animaux à poils longs tels que les chats, les chiens et les rongeurs, les pollens des graminées, les moisissures et les polluants représentés par la fumée, quelle qu'en soit l'origine, et l'encens et le monoxyde de carbone et les composés organiques volatiles. Ces différentes substances peuvent altérer les fonctions respiratoires et être responsables de manifestations respiratoires que nous allons voir dans ces formes. D'abord, la crise aiguë d'asthme, nous y reviendrons. Ensuite, l'asthme aigu grave, nous y reviendrons également.
la toux spasmodique nocturne, qui est la hantise de mes collègues pneumologues, j'en vois quelques-uns ici, l'asthme d'effort, l'asthme selon la sévérité et l'asthme selon le niveau de contrôle. La crise d'asthme aigu, c'est une crise d'asthme qui est une manifestation par ceci caractérisée par une toux, une dyspnée, une oppression thoracique et une respiration sifflante. Les facteurs déclenchants de cette crise, ce sont les mêmes facteurs déclenchants, les virus respiratoires d'abord, la pollution toujours, la fumée, le contact allergénique, les changements de temps. Qu'en est-il de l'asthme aigu grave? L'asthme aigu grave, encore appelé crise d'asthme aigu grave ou état de mal asthmatique, c'est une crise d'asthme qui ne répond pas à 3 traitements bronchodilatateurs bien conduits. Si en 2018, on parle de traitement bronchodilateur bien conduit, c'est un traitement par voie inhalée, parce qu'avec la voie inhalée, c'est comme si on déposait directement le médicament au niveau du site où on a besoin que son action se fasse, au niveau de ses voies aériennes. Malheureusement, cet état de mal asthmatique ou cet asthme aigu grave peut être responsable d'une insuffisance respiratoire aiguë qui est souvent ou qui peut être potentiellement mortelle. Mortelle, décès qu'il faut éviter par une prise en charge adéquate. Comment la faire? Cette prise en charge comprend 2 volets essentiellement. Le traitement des crises aiguës, mais également un traitement de fond. Le traitement des crises aiguës. Ce traitement fait appel à des bronchodilatateurs par voie inhalée, avec ou sans corticoïdes par voie générale. Le traitement de fond, un des volets les plus importants de ce traitement de fond, c'est l'éducation et le contrôle de l'environnement, mais également l'utilisation des corticoïdes inhalés et autres molécules en fonction des stades de classification. C'est ainsi que cette éducation nécessite une collaboration de la famille, des médecins, des pharmaciens, du personnel paramédical et des éducateurs. Et tout le monde collabore pour prendre en charge ce patient-là. Et cette éducation, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'il y ait une approche participative, inclusive, qui vise à aider le patient à mieux comprendre sa maladie, à acquérir et maintenir des compétences et à s'approprier son traitement. Il faut toujours utiliser un langage accessible, notamment en milieu rural où il y a beaucoup d'analphabètes. Il faut des représentations pour pouvoir en tout cas accéder, faire comprendre et faire passer le message. Pour le contrôle de l'environnement, nous allons nous étendre sur quelques aspects, notamment les moisissures. Ces moisissures peuvent être développées dans les pièces mal ventilées. Qu'est-ce qu'il faut conseiller? Il faut conseiller de ventiler les salles, les pièces. Il faut conseiller d'acheter rapidement après les fuites d'eau. Il faut entretenir les systèmes de ventilation. Pour les acariens, ces petits êtres vivants microscopiques qui, en tout cas, envahissent nos maisons et nos chambres, il faudrait réduire l'humidité et viser une humidité idéale qui est comprise entre 45 et 50 et 60%. Il faut éviter l'accumulation de poussière, nettoyer régulièrement les literies et les oreillers. En ce qui concerne les animaux domestiques, qui sont nos voisins immédiats, il faudra se méfier et essayer, en tout cas, d'éviter de se séparer de ces animaux à poils longs qu'on retrouve dans nos domiciles, les chats, les chiens et les hamsters. Il faut également leur interdire l'accès aux chambres et utiliser des aspirateurs. Pour ce qui est du tabac, le tabac est nocif, que ce soit le tabagisme passif ou actif. C'est des substances qui sont dangereuses, qui sont véhiculées par le tabac. Les conseils, il faut éviter de fumer dans les lieux clos, il faut respecter des zones de non-fumeurs, il faut tout le temps pouvoir renouveler l'air. Et je profite de cette occasion pour féliciter l'État du Sénégal qui a mis en place la loi anti-tabac en 2014 et
qui n'a pas hésité à son application qui a commencé depuis 2016. Pour ce qui est de l'encens que nos mamans, nos sœurs et cousines utilisent très souvent dans les maisons, il faut s'en méfier parce que ce sont des irritants des voies aériennes et les conseils, c'est d'arrêter l'exposition. En ce qui concerne les composés organiques volatiles, les peintures par exemple, il faudra essayer autant que possible d'éviter le séjour prolongé, surtout prolongé dans les pièces fraîchement peintes. Que pouvons-nous dire? Ce que nous pouvons dire, c'est que l'altération de l'environnement nous concerne tous. Les villages sont concernés, les villes côtières également, mais et les grandes villes. De plus, les changements climatiques qui menacent notre santé parce qu'ils favorisent la transmission des maladies à transmission vectorielle comme la paludisme et la dengue, et ces maladies vont se propager davantage avec l'humidité. Et en même temps, ces changements climatiques vont entraîner des sécheresses qui a un impact, une conséquence fâcheuse sur l'alimentation, notamment qui, en tout cas, diminue le fait d'arriver à assurer la sécurité alimentaire. L'OMS, en publiant cette recommandation, a mis en exergue l'hypothèse suivante qu'en 2030 et 2050, les changements climatiques vont causer 250 000 décès annuels supplémentaires. Et ces décès sont dus essentiellement au paludisme, à la malnutrition, à la diarrhée et autres stress. Que pouvons-nous dire pour conclure? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la prise en compte de l'environnement chez l'asthmatique fait partie intégrante de l'éducation des patients. Cette approche éducative, pour être efficace, elle se doit d'être participative et elle vise à augmenter les connaissances sur les facteurs déclenchant ou favorisant l'asthme et contribue ainsi de façon significative au contrôle total de la maladie. Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention.